Moi, je vais vous proposer, il n'y a plus rien à dire après ça, une petite réflexion un peu élargie. Tout à l'heure, notre ami Julien a rappelé le rôle du pont qui unit les deux rives de la rivière, qui fait que ça s'appelle Samarobriva. Et j'ai lu, et c'est par hasard. Les Gaulois qui sont installés ici, et sans doute d'autres groupements humains avant, l'ont fait parce qu'il y avait le fleuve. Et c'est le moment de vous dire un mot sur les villes. Les villes, dans l'histoire profonde, ils commencent à avoir peur. Vous aussi. C'est moins 3500 avant notre ère. Et les êtres humains étaient un peu plus nombreux, assez pour se regrouper. Mais ça n'a jamais été juste un groupement de cabanes. Ça a toujours été une volonté politique. Ça paraît étrange, hein, mais dès le début, c'est ça. Et la ville, sa première fonction, c'est d'être le lieu d'un réseau. Elle met en relation des gens à un endroit avec des tas d'autres ailleurs, par le biais du fleuve. Donc ici, on est vraiment sur un lieu en quelque sorte symbolique de cette réalité, n'est-ce pas? Et le temps passant, on ne va pas raconter, la ville apporte une espèce de nouveauté politique absolue. C'est que auparavant, vous êtes dans une horde, vous êtes dans un groupe, dans une tribu, tout le monde se connaît, il y a le vieux qui commande, la vieille qui fait la loi, etc. Chacun est à sa place. Oui, ben vous n'êtes pas au courant, mais moi j'ai connu la société rurale, j'aime mieux vous dire que c'était pas que marrant. Il ne faut pas mythifier un monde qui aurait été magnifique, parce que c'était chacun sous le regard et le contrôle de tous les autres. Voilà. Et c'est pas la liberté, ça. La ville, elle introduit cet élément de liberté. Tu changes de quartier, tu rencontres des tas de gens que tu ne connais pas avant, ils arrivent d'ailleurs, ils ne sont pas de ta bande, ils ne sont pas de ta tribu, mais comme on vit ensemble, ben, il faut bien qu'on s'occupe les uns des autres ensemble. Si bien que c'est dans la ville qu'est née la citoyenneté. L'idée que les gens commandent aux choses et commandent ensemble, c'est parce qu'il y a eu la ville. C'est pourquoi, je lui ai dit en lui offrant le bouquin, c'est la plus belle invention. Parce que c'est le premier moment où chaque être humain comprend que l'autre est son semblable, alors qu'il n'a pas la même tête, il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas les mêmes cheveux, ni la même bouille, et pourtant nous sommes semblables. Et nous le savons tout de suite, parce qu'on a des besoins, l'autre a les mêmes besoins, donc nous sommes semblables quant à nos besoins. Et immédiatement vient l'idée qu'alors nous sommes semblables en droit. Si on a tous les mêmes besoins, eh bien au bout du compte, on a tous le même droit de les voir contentés. Il y a des besoins élémentaires que tout le monde comprend très vite. Pouvoir dormir en sécurité et être encore vivant le lendemain. Bon, bah, voilà, c'est un besoin commun. 2 yeux, il faut boire, tout le monde doit boire de l'eau, sinon vous êtes mort. Il faut manger, etc., etc. Donc 3, 4, 5 petites choses simples vous créent la complexité de la vie. Et pour y répondre, eh bien, la formule qui a été trouvée, c'est on en parle tous ensemble. Dans ma ville, à Marseille, ils voulaient entendre parler, c'est des têtus, hein, ils veulent entendre parler de rien, et il n'y avait ni ordre, ni hiérarchie, ni que rien du tout, nobilaire. Donc ils disaient, métier vos noblesses. C'est-à-dire que si on savait pratiquer un métier, bon, on avait le droit de participer au conseil communal de l'époque, c'est vers le XIIe ou le XIIIe siècle. Tout ça, c'est pour vous dire la place qu'occupe la ville. Donc l'élection municipale, c'est pas une élection comme les autres, parce que c'est la structure de base de la démocratie. Et en particulier dans notre monde, à nous, nous autres, d'avant le Rhin, hein, nous autres qui venons de l'Italie, de la Rome antique, de la cité. Le grand moment incroyable, c'est 494, l'empereur Caracalla, qui n'a pas duré longtemps, fait un édit, et il dit « Ah, ça va comme ça, tout le monde est romain ». Vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Rome est une ville. Mais il voulait dire « Nous sommes donc tous citoyens d'un empire ». Ça n'a pas duré, mais c'est pour dire que c'est venu de la ville, du fait d'être ensemble, alors qu'on ne se doit rien, mais qu'on se préoccupe de tous. Vous savez tous que vous ne pouvez pas avoir l'eau potable chez vous si le voisin l'a pas, et le voisin l'a pas, et le voisin l'a pas. Et ainsi de suite. La ville, c'est des réseaux humains, et c'est la décision collective. En France, les libertés sont nées dans les villes. Parce qu'il y avait la campagne où régnait le seigneur féodal et les autorités qui allaient avec, et puis il y avait les gens des villes qui étaient là et bénéficiaient dans tout autre statut. Et le pouvoir n'était pas dans les villes. Par conséquent, au début, les féodaux ne s'en occupent pas. Ça ne les intéresse pas. Mais progressivement, c'est la ville qui prend l'importance. Pourquoi? Parce qu'elle est ce lieu du réseau. Alors évidemment, nous sommes les héritiers de ça. Faites bien attention à vos communes.
Vous ne laissez pas dépouiller sous prétexte de superstructure, de l'efficacité, blabli, blabla. Alors avant, vous étiez dans une commune, maintenant, vous apprenez que vous êtes dans une métropole, le coup d'avant, une agglomération, le machin, le truc, le bidule. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Mais qui décide, bon sang de bois? Qui commande? On aimerait bien le savoir. On ne sait même pas qui c'est. C'est ce que disent plein de gens autour de moi. Sous prétexte, comme ils disent, de lutter contre le millefeuille, ils en ont créé un encore plus terrible. On ne sait plus qui décide et c'est un affaiblissement, un avachissement, un effondrement du sentiment démocratique. Parce que tous comme vous êtes, si vous savez où est le maire et que vous pouvez aller râler auprès de lui, ou de ses principaux adjoints, ben déjà il y a une relation. Si vous ne savez plus qui c'est qui décide vraiment, ou si quand vous allez le voir, il me dit c'est pas moi, c'est l'autre, que tout à l'heure quelqu'un a raconté à propos des HLM, c'est vrai partout, hein, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est un effondrement de la démocratie. Il faut protéger notre communalisme parce que c'est notre liberté. C'est pas avoir l'esprit étroit et se dire je m'occupe que de ma ville. C'est le contraire. C'est se dire je m'occupe de ma démocratie. Et la démocratie, elle est possible quand on sait qui est où et pour faire quoi. Et qu'est-ce qui est fait de l'impôt qui est perçu de manière très précise. C'est ça le contrôle populaire. Je vais vous dire une bonne chose. Je suis un peu fatigué de voir les gens jouer de la flûte sur les droits de l'homme. Ça y va avec les droits de l'homme. Mais dites voir, il n'y a pas de droits de l'homme dans ce pays, il n'y a jamais eu de déclaration des droits de l'homme. Pas du tout. Vous êtes surpris, vous me demandez ce que je vais dire. Hein. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Des droits sans pouvoir, c'est rien du tout. C'est juste du blabla, du bruit avec la bouche. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une citoyenneté, une capacité à contrôler que les droits sont bien praticables par chacun et par tous. Ça, c'est la fonction numéro 1 de l'élection municipale. Et c'est bien qu'à intervalles réguliers, on fasse dégager tous ceux qui s'en occupent pour en mettre d'autres. On me dit, ils sont amateurs, eh bien tant mieux. C'est là qu'on est sûr et certain qu'ils n'auront pas d'autres objectifs, qu'ils n'auront pas d'autres pratiques que ce qui a marqué dans leur programme, parce que déjà ils ont passé du temps à le préparer et qu'ils n'ont pas envie de faire autre chose. Il n'y a pas d'enjeu caché, il n'y a pas de manip, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de grandes sociétés qui sont venues avant pour dire « vous serez tous raisonnables ». J'espère que ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit. C'est ça qui est important pour vous tous. Et maintenant, je termine quand même dans mes trucs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? D'abord, avant, il y a eu les villes, je vous l'ai raconté. Mais il faut bien voir que vers les années 50, il s'est produit un grand événement. On avait mis 200 millions d'années, 20 000 siècles, pour arriver au premier milliard d'êtres humains. Ensuite, on est passé entre 1800 et 1920, on est passé à 2 milliards d'êtres humains. Et quand on arrive dans les années 50, on est 2 milliards et demi. Et maintenant, on est, alors qu'on parle, 7 milliards d'êtres humains. Et on va en direction de 10 et 11 milliards. Comme on a le nez dessus, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est un changement terrifiant. Dans les années 50, dans notre pays, moins de la moitié de la population du pays vivait en ville. La proportion, c'était 60-40. Et de peu avant, 80-20. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 80% en ville, 20% à la campagne. Avant, la ville, c'était quand s'arrêtait la campagne. Maintenant, la campagne, c'est quand la ville s'arrête. Il y a eu un renversement de situation. Nous sommes donc tous, de gré ou de force, en train de vivre les uns avec les autres. Et donc, toute notre vie, toute notre existence quotidienne dépend d'une chose, les réseaux collectifs. Si vous ne pouvez pas accéder au réseau du collectif, vous êtes mort. Si vous n'avez pas l'accès à l'eau potable, vous connaissez l'histoire, les chiffres, comme ça vous les retiendrez. 2%, vous avez soif. 10% au délire, c'est-à-dire que nous, c'est bien avancé. 12%, on est mort. Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Vous ne pouvez pas vivre sans électricité. Vous ne pouvez pas vivre sans route carrossable. Dès lors, vous dépendez entièrement et exclusivement des réseaux. Ce n'est pas une petite affaire. Et selon que ces réseaux sont publics ou privés, s'effectue ou non une discrimination sociale. Parce que le réseau public, c'est celui qui permet à tout le monde d'accéder à un bien, sans se payer en plus l'impôt privé. Parce que souvent on parle de l'impôt public. Mais qui parle de l'impôt privé? L'impôt privé, c'est le nom que moi je donne au profit. Quand vous avez une boîte privée qui vient, elle prélève pour les actionnaires. C'est un impôt. Ceux-là, ils n'ont rien fait du tout. Et ainsi de suite. L'accès au réseau public, c'est ce qui va vous poser comme personne qui a des droits égaux à ceux des autres. C'est fondamental que ce réseau public. Et c'est pourquoi, pour nous autres, moi je suis un homme qui vient de la gauche, j'ai passé ma vie là-dedans. Pour nous, les élections municipales, c'était toujours le moment de faire la démonstration, d'ouvrir une vitrine
pour montrer qu'on était capable de faire autrement que les autres et qu'on pouvait vivre autrement. Les communistes ont inventé les HLM. Avec les socialistes, à l'époque tout le monde était socialiste, il n'y avait pas encore de parti communiste. On a inventé les HLM. Mais il faut voir ce qui s'écrivait à l'époque. Quoi? Vous allez construire des maisons pour ces gens, ils ont qu'à se les construire eux-mêmes. C'était comme ça que ça réagissait. On a créé les HLM. Les piscines, les premières piscines publiques, c'est des mairies communistes qui les créent. Moi, j'ai connu quand on a créé le quotient familial dans les années 77. Le quotient familial, maintenant tout le monde sait ce que c'est. Vous payez quelque chose en fonction de votre revenu, n'est-ce pas? Par exemple, ça arrive souvent pour inscrire les gosses à la bibliothèque ou à autre chose. Il y a le quotient familial. Maintenant, tout le monde est d'accord. J'ai connu les gens qui disaient « Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Mélenchon et vous autres, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de quotient familial? Quand vous allez à la boucherie, vous ne payez pas la viande en fonction de votre revenu. » Pour eux, c'était une aberration. Cette idée qu'on paye suivant ce qu'on peut payer. Et c'est cette idée qui est centrale, comme tout à l'heure quelqu'un l'a rappelé, dans toute l'idée de la sécurité sociale. On cotise d'après ses moyens, mais on reçoit d'après ses besoins. Reconnaître la validité des besoins des autres, c'est les instituer en tant qu'interlocuteurs, en tant qu'êtres humains comme soi. Voilà ce qu'ont été les mairies pour nous pendant des décennies et des décennies. Vous vous rappelez de la période aussi où on a pour la première fois commencé à mettre sur pied le RMI. Personne ne croit, je ne vous dis pas que c'est la merveille, hein, le RMI. Mais à l'époque, on disait, à quoi, comment vous allez donner des sous à quelqu'un de manière inconditionnelle? Bah oui, inconditionnelle. Ah oui, mais quand même pas à ceux qui font la fête. Ah bon, pourquoi? C'est vous qui décidez comment les gens doivent se comporter? Il faudrait savoir, il y a 5 minutes, vous m'avez engueulé, disais-je au type de droite, parce que je voulais contrôler tout le monde, paraît-il. Et maintenant, c'est vous qui voulez ne donner de revenus à des gens que s'ils se conforment à leurs normes de vie. Ça me rappelle la chanson de Brel, vous savez, où il dit les riches, ils viennent à la baisse pour voir si les pauvres ont bien mis les chaussettes qu'ils ont tricotées pour eux. Eh bien, c'est du même niveau. Voilà l'enjeu de l'élection municipale, à mes yeux. Alors, moi, je vous donne, je peux me permettre, hein, comme je m'en vais après, c'est pas moi qui aurai droit aux électeurs, je vous donne 2 conseils. La nouveauté, je vois que la liste l'a parfaitement assimilée. La leçon qu'on doit donner maintenant, bien sûr, c'est l'accessibilité et les réseaux de services publics. On travaille beaucoup sur les gratuités. Hein. Et l'autre idée, c'est évidemment les circuits courts, c'est-à-dire que la ville soit l'occasion d'une réorganisation de l'agriculture. Pour ça, il faut créer un marché. Si on veut avoir une agriculture paysanne du type de celle qu'on veut avoir, les amis, ça se paye ces choses-là. C'est plus de travail. Hein. Et ça, la ville peut le faire parce qu'elle va créer le marché qui, sinon, ne peut pas arriver à vivre. Il faut que le paysan, la paysanne, il y trouve son compte. Il faut qu'il puisse vivre aussi autrement comme les animaux qu'il élève. Hein. Bon, voilà. Par conséquent, la ville peut être la grande locomotive qui va aider à l'émergence d'une agriculture paysanne faite de circuits courts, parce qu'il n'y a pas d'agriculture paysanne qui ne soit un circuit court. La deuxième idée, c'est évidemment de devenir plus humain. Depuis que l'humanité fait humanité, on devient plus humain en se socialisant. On devient plus humain quand on va à la rencontre des autres. Quand on va à la rencontre des autres, il faut parler leur langue. Alors évidemment, nous avons le français en commun. Mais ce n'est pas la seule langue qu'on peut parler dans l'univers. Il y a une autre langue qu'on parle, ça s'appelle la musique. Il y a une autre langue qu'on parle, et celle-là, on en est rendu compte par la peinture, par la littérature, par la poésie, par le sport, tu l'as dit tout à l'heure très juste. Plus on en fait de tout ça, plus on devient humain, plus on s'humanise. Et plus on s'humanise, meilleur on est avec les autres. Plus calme et plus vivable est la société. Il faut la libérer de la frénésie, il faut la libérer de l'égoïsme, il faut la libérer de la brutalité. Et ça, c'est de la décision politique. Et on y peut tous quelque chose. Tout à l'heure, tu as parlé des colonies de vacances. Moi, j'y crois. Tout à l'heure, je parlais des communistes. Il doit bien y en avoir là-dedans qui sont encore plus vieux que moi et qui ont connu la période où il y avait cette chanson, les gosses de Bagnolet, qui sont très heureux d'aller grâce aux communistes, etc. Ça te dit rien à toi? Non, je te dis, allez, jolie colonie de vacances. Bah, tu dis, ah oui, alors ça, non, c'est pas bon. On va pas chanter ça ici, ça va pas, on perd des voix. T'es fou, toi. Bon, eh bien, les colonies de vacances, figurez-vous qu'on s'en préoccupe parce que on va avoir... Zut, mais j'ai oublié de dire... Qu'est-ce que j'ai dit? La culture et puis quoi? La démocratie, allons. Je commence par la démocratie, vous oubliez le truc en cours de route. Il faut que nos équipes municipales, si je peux me permettre, de faire mettre en place des outils de la démocratie locale. Et notamment
le référendum d'initiative citoyenne. Il ne faut pas avoir peur des gens. Moi, on me dit tous les 5 minutes, on me dit, ah ben alors, on va voter tous les 5 minutes. Mais non, prenez pas les gens pour des imbéciles. Les gens, ils savent très bien qu'on ne va pas voter tous les 5 minutes, que ça n'aurait pas de sens. Ils savent très bien, ils réfléchissent, ils se connaissent. Il faut arrêter de prendre les gens. Moi, chaque fois qu'on me fait ça, je me dis, j'en ai marre. Pour qui vous prenez les gens? Pourquoi vous faites toujours le pari de la stupidité des gens? C'est tout le contraire. Ils sont d'une patience incroyable. Ils écoutent, ils se renseignent, ils comparent. Eh bien oui, puis en ce moment, là, j'aime mieux vous dire, moi, les 80% de la classe d'âge au bac, hein, je la vois sur les piquets. J'aime mieux vous dire que ce n'est pas les mêmes prolos qu'il y a 30 ans. Hein. Vous savez de quoi je parle, les plus vieux? Bon, bah ouais, bah allez voir. Donc c'est important, cette dimension de la démocratie, c'est ce qui va animer sans cesse, qui va faire vivre la communauté humaine. La communauté humaine, elle est faite d'usagers, c'est-à-dire de quelqu'un qui utilise une ressource commune. Pas de clients. Nous ne sommes pas des clients. Nous sommes des citoyens et des usagers, et c'est ça qu'on veut faire vivre. Alors, j'ai dit, il faut être plus humain. Nous, on s'en préoccupe. C'est avec ça que j'ai fini. Hein. Je ne sais pas si tu as prévu quelque chose après, parce que moi, ça y est, je suis au bout de ma fiche. C'est parti sur les colonies de vacances. Ouais, je sais, oui c'est bon. Mais merci, t'es un pote. Non, mais ça arrive, hein, vous savez, de perdre le fil de son discours, mais ce n'est pas le cas. Les colonies de vacances, on va déposer une... On a une niche parlementaire, vous savez, tous les ans, donc là, on a le droit de dire quel... Nous, on propose un texte de loi. Alors, lui, il a présenté une fois une année le texte sur le burn-out. Hein. Il s'écoute trop. Ben non, c'est pas qu'il s'écoute trop, c'est qu'ils ne sont pas écoutés assez. Là. Ce qui nous remonte des gens, c'est que les gosses n'ont pas pu partir en colo. Ah bon, pourquoi? Ben, il n'y avait pas de sous. Ça les aide à devenir des petites personnes. Alors, on va déposer une loi. On va essayer de reprendre... Tout à l'heure, je vous parlais des gosses de Bagnolet. Hein. Bagnolet, c'est une commune de la région parisienne. Et ils avaient acheté un site de vacances dans l'île d'Oléron. Et puis, il y a plein d'autres communes comme ça qui avaient des sites de vacances où ils envoyaient les gosses, ça allait, ça venait. Et bon, voilà, je ne suis pas communiste, mais je rends hommage aux communistes parce que c'est eux qui avaient inventé ce truc-là et qui le faisaient très bien. D'ailleurs, le centre d'Oléron, il existe toujours pour la ville de Bagnolet. Donc, nous, on propose une loi qui va être portée par Sabine Rubin, députée du 93, vous voyez, la Seine-Saint-Denis, et Bastien Lachaud, député aussi de Seine-Saint-Denis. Et alors, ça sera pour créer un fonds national de solidarité pour les départs en vacances de... Eh bien le voilà, qui c'est qui va payer? Par une taxe sur l'hôtellerie de luxe. Moi, je trouve que c'est normal. Le gars ou la fille... Non mais... Le gars ou la fille qui a des sous pour aller dans l'hôtellerie de luxe, bon, alors, on aimerait bien que tout le monde puisse y aller, mais on comprend. Mais il va contribuer au bonheur des autres. Ce qui est important, ce n'est pas d'exciter la jalousie des uns contre les autres, ce à quoi passe son temps le gouvernement, hein, à exciter les uns contre les autres. Puis c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand il y avait le Front Populaire, j'ai regardé des trucs de propagande de droite, parce qu'ils valent le coup, c'est les mêmes depuis 100 ans au moins. Et alors ils étaient là à dire « Ah, ouais, bien sûr, mais il y en a que pour les ouvriers, et vous êtes paysans. » À l'époque, c'était vrai, il y avait beaucoup plus de paysans que d'ouvriers. Ils passent leur temps à ça, exciter les gens les uns contre les autres. Vous êtes au chômage? Eh bien, c'est de votre faute. Et puis en plus, vous avez vu l'autre, ils trichent. Ils passent leur temps à ça. Sauf, évidemment, à parler de leurs privilèges à eux. Mais c'est pour dire, moi je suis persuadé que ça n'a rien de confiscatoire de dire à quelqu'un qui est bien dans la vie, assez pour aller en vacances dans de la bonne hôtellerie, écoutez, monsieur, madame, vous mettez aussi la main à la poche pour les gosses, je suis sûr que, eh ben, ils râleront pas. Donc, comme j'en suis sûr, on va le faire.